Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur, votre magazine si vous êtes pêcheur à la mouche ou si vous souhaitez le devenir rapidement. Dans nos rubriques habituelles, nous allons cette semaine parler des bas de ligne tissés. Nous allons apprendre à faire un streamer efficace pour les grosses truites. Nous irons en attraper avec une nymphe de libellule. Mais tout de suite, nous allons parler de la végétation des berges. Vous savez, ces arbres dans lesquels vous accrochez des fois vos mouches, et moi aussi, quand je pêche au bord du Gave, par exemple. Eh bien, écoutons Eric, qui va nous dire pourquoi c'est quand même tout à fait utile d'avoir des arbres au bord de l'eau. Dans l'environnement des pêcheurs, cette semaine, je vais vous parler de la végétation des berges, des ruisseaux et rivières. C'est très important. Il faut savoir que souvent, les pêcheurs à la mouche ne sont pas très contents parce qu'ils s'accrochent dans les arbres derrière. Et on ne peut pas pêcher tous les coups non plus parce que la soie ne passe pas. Mais je vais vous dire une chose, s'il n'y aura pas de végétation sur des berges, on n'aura pas de truites. Quelles sont les raisons qu'on a ce phénomène? Premièrement, l'ombre qui est donnée par des plantes, par des arbres, en été sous le cours d'eau, empêche le réchauffement d'eau trop important qui immédiatement tuera une partie des invertébrés, donc des éphémères, des trichoptères, etc., dans la rivière. Deuxièmement, l'ombre empêche que les algues, le périphyton, ces petites plantes qui colonisent le sol de la rivière, se développent trop. Pourquoi c'est mauvais ça? C'est très mauvais. Parce que cet périphyton qui se colle par terre empêche l'échange entre les interstices de la rivière, du lit de la rivière et l'extérieur. Et on sait que toutes les invertébrés font des migrations journalières dedans, dehors, dedans, dehors. Donc l'ombre est très importante. Ensuite, tous les insectes aquatiques font leur éclosion dans l'air. Où vont-ils pendant la dernière transformation? Les éphémères de Supermaga en imago, ou des sedges qui sortent des pupas et qui vont se réfugier pendant une semaine, 2 semaines. Tous ces insectes aquatiques donc passent leur dernier stade dans l'environnement de la rivière immédiate, donc dans la végétation. Ça les empêche d'être bouffés par toutes sortes de prédateurs, des oiseaux ou quoi que ce soit. Donc, si eux ne peuvent pas se cacher, ils peuvent ensuite se pas reproduire, ça paraît logique. Donc, s'ils ne peuvent pas se reproduire, la rivière, ça va devenir un désert. Donc, il n'y aura rien à manger pour les truites. Ça, c'est pas bon du tout. En dehors de ça, il y a une chose qui est très intéressante et très importante, c'est le cas, qu'est-ce qui se passe quand votre rivière est en crue? Votre rivière est en crue, la quantité d'eau augmente et avec immédiatement la vitesse d'eau devient insoutenable pour les poissons, surtout en hiver quand le métabolisme est très bas. Donc il faut quelque chose qui ralentit l'eau. Qu'est-ce qui se passe? La rivière monte, l'eau monte, elle inonde les bords et donc derrière les troncs d'arbres et derrière les buissons, des poissons trouvent une magnifique refuge qui les évite d'être emportés en dehors de la rivière. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut savoir que votre poisson, qui en hiver, l'eau fait 4 degrés, 3 degrés ou même moins, a une résistance très réduite vis-à-vis du courant. Ce n'est pas comme en été, quand il est bien, quand il a bien mangé, quand il est en pleine forme. Donc le poisson, si on bétonne des rives, si on rase tout, et si la vitesse d'eau augmente, votre poisson se trouvera à la mer et sera emporté, il ne peut pas lutter. Donc vous voyez bien qu'il est très important aussi pour ce côté-là, faire attention et laisser des berges naturelles avec les arbres et les buissons. Maintenant, on a vu qu'est-ce qu'il y a extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'eau, ces arbres font des racines. Ces arbres tiennent la berge, donc il y a moins d'érosion. C'est important à savoir aussi ce côté-là, parce que ça fait des caches pour des poissons, et en même temps, ça évite qu'il y ait des crues qui partent avec toute la terre autour. Donc vous voyez, c'est très important. On ne pense pas toujours, il vaut mieux laisser de temps en temps une mouche dans l'arbre, mais il vaut mieux qu'il soit là qu'il ne soit pas là.
Bon, alors quand ça vous arrive, comme à moi, certaines fois, de jeter ma mouche dans l'arbre par un lancer arrière, eh bien, c'est peut-être que ma ligne n'est pas très, très bien équilibrée. Alors, dans la rubrique technique et matériel, on va voir comment faire pour avoir une ligne bien équilibrée. Dans technique et matériel, aujourd'hui, je vous parle des nouveaux bas de ligne tissés. Pourquoi nous avons besoin de quelque chose de nouveau? Pourquoi vous avez besoin vous-même de ces bas de ligne-là? La chose est très simple. On a toujours une difficulté de transmettre de l'énergie. Ici, il s'agit de l'énergie de votre bras, de votre canne, qui va vers l'avant de votre soie, votre bas de ligne, votre nylon et votre mouche. Si vous n'arrivez pas à transmettre cette énergie à votre mouche, vous n'allez pas bien atteindre votre truite et le bas de ligne va se poser comme il ne le faut pas. Alors, quel est le problème? Le problème est simple. Votre bras qui lance, qui va vers la mouche, va tendre la soie. Mais la soie, elle a un certain poids. Donc, elle prend l'énergie. Mais à la cassure entre la queue des rats ancienne ou du nylon, il va se passer quoi? La soie, elle va se bien tendre, mais elle ne va pas transmettre l'énergie dans le bout du queue de rat. Donc, les nouveaux bas de ligne qui sont dégressifs, donc qui sont tissés, changent tout. Car l'énergie va aller de votre soie petit à petit vers le nylon de la pointe et vers la mouche. Comment ça marche? Commençons par le début. Vous avez votre moulinet, vous avez votre soie, vous avez ensuite un connecteur. Donc, pour les anciens bas de ligne, on avait des aiguilles qui ont été enfoncées, collées dedans, ou des grains de riz ou d'autres choses. C'est pas terrible tout ça. Maintenant, on a de nouvelles choses. On a tout simplement des loupons ou des connecteurs. Bon, ces connecteurs, ils sont pour la pêche en nymphe à vue avec un indicateur de touche ou tout simplement pour la sèche sans indicateur. Et si on veut pêcher en streamer ou en nymphe profonde, on a même ceux-là qui vont avec la soie plongeante qui sont déjà lestés. Alors, ces choses-là, ces loupons, se mettent sur la soie. Donc, la soie va rentrer dans un tissu, dedans, petit à petit. Et sur un principe chinois, ça marche et ça tient toute seule avec une petite sleeve qui remonte et qui tient le tout. Ensuite, votre soie, elle se termine donc par une boucle. Et donc, le nouveau système des bas de ligne sont faits qu'ils se terminent tous en boucle. Ça veut dire que vous avez un système facile à employer. On passe le bas de ligne dans la boucle de votre jointure avec la soie, donc le loupon, ça s'appelle. Et hop, le tour est joué. Vous avez votre bas de ligne sans nœud, sans rien, fixé à votre soie. Maintenant, vous pêchez en sèche, vous pêchez en émergente ou vous pêchez en nymphe. Il est très simple, uniquement d'enlever le bas de ligne que vous avez, hop, et par exemple mettre un autre, comme celui-ci, qui est pour la pêche en nymphe. Donc, pareil, vous n'avez rien à couper, rien à casser, rien à faire. Tout simplement passer dans la boucle et dans la boucle, et le tour est joué. Il existe évidemment des bas de ligne légers, des bas de ligne lourds, même très lourds pour pêcher près du fond, selon votre technique choisie. Alors, ce bas de ligne donc se termine évidemment de plus en plus fin par un tout petit anneau en argent. Il suffit maintenant d'ajouter votre pointe en 16, 14, 10 centièmes comme vous voulez, à peu près 1,20 m, 1,40 m, avec un nœud bloute normal, pour ensuite attacher votre mouche. Et je pense que vous avez bien compris l'avantage de ce nouveau type de bas de ligne qui va vous servir à prendre pas mal de truites dans cette saison de pêche. Alors maintenant que l'on s'est équipé d'un bas de ligne tissé impeccable avec un petit anneau au bout et tout, il ne reste plus qu'à accrocher une belle mouche. Voyons tout de suite notre rubrique, la mouche de la semaine. Vous savez, je suis un homme extrêmement inquiet et c'est pour ça, cette semaine, je vais vraiment vous montrer une mouche avec laquelle je peux être assuré que vous allez prendre des poissons et des très gros poissons. La mouche de cette semaine, c'est la Mrs. Simpson.
Ah, c'est pas une très grosse mouche, mais c'est une belle mouche, hein, un beau streamer qui a été inventé par de Nouveau-Zélandais. Vous savez qu'en Nouvelle-Zélande, il y a des rivières qui regorgent des truites fario et arc-en-ciel énormes. Et donc, ce n'est pas avec une petite bêtise de 18 ou de 20, ni avec une canisse de 26 que vous allez prendre des poissons qui font 3 kg, voire 6 kg, même plus. Alors, chez nous, c'est un peu mélangé, on a un peu de tout. On a des tout petits, on a des moyens, et on a des grands, mais on a aussi des très grands. Alors, la mouche que je vous montre aujourd'hui, c'est un streamer qui vient, donc, comme j'ai dit, de Nouvelle-Zélande, qui ensuite a circulé par l'Afrique du Sud, parce qu'il a trouvé plusieurs copies en Afrique du Sud qui sont venus chez nous aussi. Ensuite, il est venu en Angleterre. Ils l'ont exploité aussi bien en réservoir qu'en rivière. Et en fait, en France, c'est un streamer qui n'est pas très connu et qui est très simple à monter, mais qui est vraiment un killer. Et le mot killer, c'est très bien parce que le style comme on le monte, c'est le killer style. C'est-à-dire qu'on a une plume à droite et à gauche du corps et on fait avec ça le shape, donc la forme du poisson. Donc, on va voir de suite sur le tableau blanc comment se fait ce montage. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire et vous expliquer comment on monte Mrs. Simpson, mais bon, je suis bien obligé ici au tableau de vous le montrer. Bon, on a un hameçon qui est très grand, avec un grand hameçon, une grande tige, et c'est un hameçon streamer évidemment fort de fer, avec par commencement, on commence par je dirais des cercles. Normalement, c'est une queue dans les streamers en bucktail. Ensuite, on va fixer une bande de laine rouge ou de dubbing rouge pour faire le sous-corps qui ensuite sera enroulé à peu près à 1/3. Et au premier tiers, on fixe la première plume, dans notre cas, de faisan. Bien entendu, c'est un faisan qu'on a chassé nous-mêmes et qui ensuite, à l'heure lyonnaise, était cuisiné avec du chou rouge et avec une saucisse, bien entendu. Ensuite, on va refaire la même chose 3 fois. Donc, on va reposer une plume qui couvre l'autre à moitié de faisan, toujours le même faisan. Ce n'est pas la poule qui l'a accompagné. Évidemment, on fait ça de deux côtés parce que la truite elle peut voir le streamer de ce côté-là, mais de l'autre aussi. Donc, on en met toujours des couples. On met un là, un là, un là, un là. Et pour finir, en fait, on finit le corps jusqu'au devant et on met la 3e paire de plumes. Donc, derrière, derrière, derrière. Et en fait, ça fait le streamer qui est tout à fait joli. Alors, vous allez me dire immédiatement, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un balai, ça ne peut pas marcher. La Mrs. Simpson, c'est sympa et tout, mais ça ne va pas. Alors, le problème qu'il faut reconnaître, c'est qu'une mouche qui est dans votre main, sur votre étau, comme on va le voir de suite, et une mouche qui est une fois mouillée, qui se rassésit dans l'eau et qui devient toute souple, n'est pas la même chose. Donc, il faut toujours voir que la mouche pêche dans l'eau et pas dans votre main. Nous allons voir immédiatement quel matériel et quel matériau il nous faut pour la réaliser. Comme pour toute mouche, il nous faut un étau qui tient bien l'hameçon, surtout dans ce cas ici où on a des hameçons assez importants, vu qu'ils vont aller dans des grandes gueules. Ensuite, il nous faut un porte-bobine avec les fils de montage, des préférences noix, une ou deux paires de ciseaux pour couper des plumes, des tinsels ou des plombs, une aiguille à dubbing pour aider si un nœud est mal fait et surtout pour finir la tête avec une goutte de vernis. Et on a toujours en sécurité un passe-fil ou un enfileur pour passer le fil si on casse à la bobine. Ici, j'ai facultativement une pince à hacle, mais dans cette mouche-là, on n'a pas besoin. Voyons maintenant quel matériau il nous faut pour réaliser cette mouche. D'abord, des hameçons extra longs, 4 fois longs, avec un œillet droit. C'est mieux pour la pénétration au ferrage. Cet hameçon est forcément fort de fer pour ne pas ouvrir au combat. Ensuite, comme j'ai déjà montré, des fils de montage noirs. Le corps est fabriqué
ici avec une laine fluo orange qui peut être aussi rouge, jaune ou vert fluo. Les cercles ou la queue sera faite avec du squirrel. Ça, on n'a pas mangé, c'est interdit. Donc, on l'a juste pour monter des mouches dans toutes les couleurs. Ensuite, comme chaque chose a une mauvaise fin, ici on se termine avec un faisan avec des plumes qui s'appellent chez les Anglais churchyard, c'est-à-dire que même des plus belles histoires se terminent toujours dans un cimetière. Donc ici, ce sont des plumes churchyard de coq faisan mâle. Mais on peut aussi prendre des pheasant rump. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le cou du faisan? On peut aussi prendre, comme dans notre version, la poule faisane ou même des plumes de perdreau rouge ou gris. On va ensuite finir la tête avec une goutte de vernis et mettons-nous immédiatement à l'étau pour réaliser cette mouche. On commence comme toujours avec l'enroulement de la soie jusqu'à la courbure et on prend immédiatement du squirrel. Ici je le prends orange, ça va bien avec le corps, une petite touffe qui en fixe derrière. Et on prend soin de bien fixer parce que les grosses truites ont des mâchoires très très dures. Ensuite, le matériel pour faire le corps. Donc ici, une chenille orange fluo qui en fixe et qui enroule pour faire le corps au premier tiers. On la fixe, mais on la laisse en attente. Il faut toujours fixer bien. Ensuite, entre-temps, j'ai préparé des churchyards, donc des fenêtres d'église, qui sont aussi des cimetières. Donc j'ai enlevé le barbe et j'en ai préparé 6. Et donc on va les mettre à droite et à gauche pour les fixer comme ça, le long de l'hameçon. Alors, comme je vous ai déjà montré, le premier tour, on ne serre pas, le deuxième non plus, et c'est seulement le troisième qui en tire bien pour que la plume ne tourne pas autour de l'hameçon. Voilà, c'est fini, c'est fixé. Maintenant, on y va devant, on coupe l'excédent, on ne s'en mêle pas des pinces, on va à 3/4, on re-enroule le corps, toujours orange fluo, on fixe encore. Hop, on laisse toujours en attente. On prend 2 autres plumes de faisan qui on met encore à droite et à gauche sur les autres. On fixe. Pareil, on ne tire pas le premier, deuxième, seulement le troisième fois. Et ça reste droit. Parfait. On coupe l'excédent. On part devant avec le fil de montage. On retourne le corps. Cette fois, on le fixe la dernière fois, on le coupe l'excédent. La troisième paire est donc immédiatement fixée pour ainsi dire terminer la mouche. Pareil, pas fort, pas fort, pas fort. Et la troisième fois, on tire. Et c'est bon, on coupe l'excédent. Et la mouche est quasiment terminée. Il faut juste faire une tête bien solide, car le fil de montage, ici, tient tout. 3 demi-clés, comme d'habitude. Et une goutte de vernis. Et vous pouvez partir à la traque des grosses truites avec votre Mrs. Simpson. Bon, alors on va en faire quelques-uns pour mettre dans notre boîte magique, mais en attendant, on va aller prendre l'air et essayer surtout d'attraper quelques truites. Pourquoi la larve de libellule en réservoir? Il est très simple. Beaucoup de trichoptères, beaucoup d'éphémères et surtout de plécoptères, de mouches de pierre, ne vivent que dans les eaux courantes. Ici, on est dans l'eau dormante, donc l'eau stagne, il n'y a pas de courant. On trouve une faune
complètement différentes. Les invertébrés qui ici se sont nombreux sont les gamarres et la grosse famille des odonates, des demoiselles et libellules. Et donc ces larves qui ont des cycles de vie qui sont supérieurs à 1 an, donc à 2 ou même à 3 ans pour des grands, sont prenables pour le poisson toute l'année. Nous allons donc pêcher avec des imitations de libellules. Alors je prends quoi? Je prends une canne de 3 brins de 10 pieds. Je prends un moulinet avec une contenance de backing qui est tout à fait capable de maîtriser même un très gros poisson. Une soie WF 8 pour tenir quand même des grosses mouches. Une boîte à mouches avec de nombreuses imitations de libellules. Donc le plus réaliste au plus expressionniste. On va essayer une après l'autre jusqu'à ce qu'on a du succès. Et je prends quand même, comme souvent, mon épuisette préférée pour bien prendre le poisson, pour le stresser le moins possible et pour le remettre ensuite. C'est une imitation très suggestive, donc c'est pas du tout réaliste, mais ça a beaucoup d'imitations de vie par les poils et le dubbing qui fait vraiment un corps volumineux qui bouge bien dans l'eau. Bon, on fait notre double blood, on le mouille comme d'habitude et on est prêt. Voyons qu'est-ce que ça donne. En réservoir, il est toujours important de s'adapter à la journée, aux conditions météo, soleil, vent, vagues, courant. Et il faut toujours pêcher très rapidement, ramasser le streamer ou la nymphe, ou très lentement. Ça dépend, le poisson, si l'eau est très froide ou très chaude. On essaie. La nymphe planche très doucement là. Il y a peu d'eau ici derrière. C'est l'entrée. On essaye déjà. Je commence toujours par essayer de retriever très lentement. Surtout en hiver, même quand les journées sont bonnes, il y a souvent les poissons ne sont pas très rapides. Qu'est-ce qui est chouette dans ces réservoirs, c'est quand même, il y a toujours une telle vie, aussi bien des insectes, mais aussi des amphibies. Ici, par exemple, des grenouilles qui sont en train de se reproduire. C'est super. C'est un étang qui est parfait, très riche en plantes subaquatiques, donc en macrophytes, et donc qui donne une grande richesse à la faune. Bon, au milieu, il y a un herbier joli là. On va essayer là-bas s'il y a quelques truites qui rôdent. Joli lancer droit. On tend le fil et on attend un peu. Un joli rayon de soleil qui vient de peut-être décider les truites. Et voilà. La belle arc-en-ciel qui a pris l'imitation de demoiselles juste au-dessus des herbiers. Elle ne se rend pas si facilement. J'ai un fil de bas de ligne de 18 qui est standard pour moi pour réservoir. Je préfère toujours avoir des fils plus gros que trop petites. Il faut faire très attention ici parce qu'il y a plein d'herbiers qui d'un côté sont une aubaine pour le pêcheur car il y a beaucoup de larves et d'autres invertébrés, et de l'autre côté on s'accroche facilement. Et voilà, une truite de 2 livres sur
une nymphe. Olive. Avec des yeux. Voilà. Oui, la semaine du moucheur, voilà, c'est déjà terminé. Donc ça passe vraiment vite quand on prend du plaisir à pêcher à la mouche. Alors à bientôt. En attendant, si vous voulez des renseignements complémentaires, il y a le site internet qui s'écrit sur votre écran. Et puis si vous n'avez pas encore internet, vous pouvez toujours nous téléphoner pour nous poser des questions. À bientôt.